ceux qui vont devoir nous suivre le mercredi à 22 h sur les antennes de Canal King. Et bonjour pour la rediffusion. Bienvenue dans votre émission Écopole de ce soir qui reçoit M. Norbert Yamba, cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi et consultant en développement. Il est aussi panafricanisme avec qui nous allons devoir parler de l'actualité politique sur la République démocratique du Congo. M. Norbert, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Merci bien pour l'invitation. Vraiment, ça nous va droit au cœur et nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau de Écopole. Rapidement, 7 mois après, il n'y a toujours pas de gouvernement, il y a des négociations en cours, bientôt nous aurons un gouvernement. Mais moi je voulais juste insister en termes d'image. Quelle est l'image que nous sommes en train de refléter? Et sur le plan interne, est-ce que cette façon de faire 7 mois après, ça ne fragilise pas les choses ou ça nous froisse un peu, vous en tant que politique? Bon, c'est vrai qu'entre l'image et le résultat vaut mieux que l'image. Parce que le résultat va devoir... peu importe la manière, en fait. Non, pas peu importe. Mais je dis que le résultat va inhiber peut-être la mauvaise image dont on présente. On comprendra finalement qu'en fait, on est en train de travailler pour avoir un bon résultat. Ça ne sert pas de courir au moment où on sait qu'on aura de mauvais résultats. Nous sommes entrés dans la situation du Congo est une situation très complexe. C'est la première fois qu'on puisse assister à un passage civilisé, dit-on, n'est-ce pas, du pouvoir. C'est la première fois également que l'on assiste à une alternance civilisée. Il y a trop de douleurs d'enfantement. Il faut donc comptabiliser tous ces faits et évaluer le temps en fonction de ce que nous avons comme difficulté sur le terrain. Première difficulté, vous savez que nous avons eu de nouvelles institutions, notamment une nouvelle Assemblée nationale. Et puis bon, lorsqu'on a un gouvernement, il faut reconnaître que l'Assemblée nationale doit l'investir. Alors l'investiture ne peut pas se faire si on n'avait pas encore un bureau définitif, et on a travaillé dur pour qu'on puisse arriver véritablement à un bureau définitif. C'est au mois de mai. Juste une petite question, excusez-moi de vous interrompre. On prend quand même 7 mois. On parle aussi du choix des hommes. Est-ce que pendant 7 mois, apparemment, les violons ne se sont pas accordés? Oui, mais nous sommes dans une salle d'urgence. Il ne faut pas envoyer des stagiaires. Nous sommes sous bonbonne. Nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Le pays est à genoux. Nous sommes véritablement le pays problématique par excellence. Nous sommes réputés la locomotive en Afrique centrale, mais nous sommes à genoux. Moins performants que des petits pays comme la Guinée équatoriale, comme l'Angola, etc. C'est pas peu de choses. Parce que les gens sont habitués à prendre les raccourcis. Nous sommes ici dans une logique de prospérité. Et donc, ça peut prendre le temps que ça peut prendre s'il faut véritablement organiser les choses de manière... Et le peuple, pendant ce temps, le peuple souffre. Oui, le peuple a souffert. Il y a 80 ans de colonisation, et ça continue. 32 ans de dictature perfectionnée, 20 ans inutiles. Et là, nous venons de prendre 7 mois et la comptabilité est faite. On était en train d'attendre un bureau définitif. Nous l'avons, mais là, on est en train de checker pour avoir des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. Alors, va-t-on véritablement se poser des questions sur les 2 mois que nous sommes en train de faire le checking, où on définit d'abord les critères? Depuis que nous avons commencé, quand est-ce qu'on a défini les critères de recrutement de ces hommes et des femmes qui doivent véritablement gérer la République? Alors maintenant, on définit les critères, on demande aux uns et aux autres de présenter, n'est-ce pas, leur listing, etc. Mais il faut checker. Qui peut faire quoi? Quel est son passé? Quel est son background? Quel est son profil? Il faut qu'on se pose toutes ces questions questionnantes. Parce que si on n'arrive pas à se poser ces questions, on va prendre n'importe qui étant n'importe comment. On a assisté à un système, un écosystème de politique, un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Il faut sortir de la logique de pseudo-politique pour aller véritablement dans une logique de recrutement des hommes qui sont capables de relever le défi. Et ça, on en a besoin. Il faut reconnaître également qu'il y a du temps de transaction. Nous avons là un président de la République qui vient de l'opposition, et nous avons la base basique de ce qui représente les institutions subalternes comme l'Assemblée nationale, le Sénat, et le gouverneur ou les assemblées provinciales sont essentiellement FCC.
Et donc, nous sommes là dans une logique où il faut beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence politique, beaucoup de négociations, beaucoup d'interactions, etc., pour arriver à des consensus stratégiques. Et c'est un peu la motivation, c'est un peu l'approche du président, et c'est ce qui prend un peu du temps. Mais écoutez, on a patienté pendant 2 mois, mais bon, le président vous dit que bientôt le gouvernement sera là. On peut être surpris, si pas cette semaine, mais au début de la semaine prochaine. Voilà. Je sais que, M. Norbert, je rappelle que vous êtes cadre au niveau de l'UDPS. Peut-être que ça ne vous concerne pas, mais quand même de loin, ça vous concerne aussi. Concernant votre partenaire, le FCC, qui risque aussi d'aligner les noms qui ont quand même... des gens qui ont travaillé avec l'ancien régime pendant plus de 18 ans, personnellement, au cas où ces mêmes personnes, plus de la moitié, revenaient au bout du cash, qu'est-ce que vous allez... Non, mais il y a des critères. Il y a des critères qui ont été définis. Le seul avantage que nous avons, c'est que nous avons un président qui a passé tout son temps à comprendre les tenants et les aboutissants, connaître la classe politique, un à un. 37 ans de combat. Et on connaît véritablement qui sont des roublards, qui sont des profiteurs, qui sont des corrompus, qui véritablement peuvent détruire et qui ont mis le pays en situation de déliquescence. C'est très important. Et donc, il ne peut pas lâcher prise. Mais croyez-moi, il y a des vieux qui sont jeunes, il y a aussi des jeunes qui sont vieux. On se rappelle la sélection. 65 personnes, c'est peu ou c'est beaucoup? Je voulais juste... en termes de nombre... En termes de nombre, du coût aussi. Bien entendu, le nombre apporte le coût. Ouais, voilà. Je peux vous dire que c'est quand même beaucoup, mais écoutez, il faut savoir scanner la situation de l'élite politique. Quelles sont ses attitudes, quel est son comportement, quelle est son attitude, quel est son état d'esprit. L'élite politique a fonctionné pendant autant d'années essentiellement pour se partager les intérêts mercantilistes. Ça donne l'impression de continuer. Non. Bien au contraire, on leur définit les critères. Première chose. Deuxième chose, on leur demande, n'est-ce pas, de signer un contrat de performance. Troisième chose, on met en activation toutes les structures de dissuasion. C'est comme ça que vous voyez le Premier ministre aller à la Cour des comptes, aller à l'Inspection générale des finances. On demande même à l'agence. Qui vient du FCC. Bien entendu, mais il est sous la houlette du président de la République, qui est censé être le président du Conseil des ministres. Et donc, c'est la vision du président qui a un devoir de redevabilité vis-à-vis de la nation. Et donc, si on veut réussir, encore que c'est de son intérêt, de laisser des traces, c'est de suivre le président de la République pour ne pas créer des querelles inutiles. Et encore que bon, il faut le savoir, nous sommes dans une coalition. Et dans une coalition, lorsque vous avez une équipe nationale, vous avez un seul entraîneur. Et sur le cas de figure, c'est le président Félix Tshisekedi qui est l'entraîneur, c'est notre Ibengé. Vous ne pouvez pas dire que bon, on est Banzembe, on est Renaissance, on est Vita, et puis vous venez à l'équipe nationale et vous continuez à vous appeler je suis joueur de Vita. Mais arrêtez des conneries, à moins que vous ne compreniez pas. Et donc, quand vous êtes à l'équipe nationale, vous êtes léopard. Et il n'y a qu'un seul entraîneur, il n'y a qu'un seul coach. Mais c'est plutôt l'image que reflètent souvent vos partenaires. Bien entendu, mais ce sont des douleurs d'enfantement. Ils ont tendance à toujours regarder leur club d'origine. Ce sont des douleurs d'enfantement. Ça va arriver et c'est comme ça que le président à un moment donné dit bah comment ça on ne sait pas, les gens ne savent pas qu'on a quitté une échelle pour prendre une autre échelle. On n'est plus à la situation antérieure, on est à une situation nouvelle qui exige véritablement de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, etc. Il me semble que ce déplacement, cette mobilité de l'ancienne situation à la nouvelle situation, cette mutation bien entendu, prend un peu du temps, mais bon écoutez, il faut patienter, mais ça viendra. Et une année, l'impulsion leur sera donnée, et puis bon voilà, les gens vont se convertir. Le Congo a énormément de problèmes, un budget de moins de 10 milliards, maximum 5 milliards. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que nous avons comme problème, priorité actuellement, est-ce que ces gens auront la facilité vraiment de diriger la République? Non, mais on aura toujours la facilité. Le président Félix refuse d'être dans une logique de complotation, où les dirigeants de la République sont généralement, et plusieurs années comme ça, des prédateurs. Nous, on n'est pas dans cette logique, on s'est battu. Peuple d'abord, c'est pas un seul gars. Oui, mais maintenant vous faites un. Bien entendu. Mais il y a un leadership. Mais maintenant vous êtes avec un partenaire qui a écoutez, des habitudes assez il faut pas tirer des conclusions non concluantes. On a un partenaire. L'eau prend la couleur de vase qui la contient. Si la bouteille a la couleur rouge, écoutez, l'eau prendra
la couleur rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les gens se comportent en fonction véritablement du comportement du chef. Si le chef est dans les comportations, dans la magouille, dans le manœuvre dilatoire, etc., eh bien tout le monde va se comporter de la même manière. Mais nous disons que nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de notre peuple. Nous avons tellement suscité les espérances dans ce pays. Nous avons suscité les attentes. Nous voulons véritablement être honnêtes, humbles, responsables, pour que véritablement on puisse relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Et le président Félix attend jouer véritablement ce rôle-là. Donc, nous croyons que tout en étant avec le FCC, encore qu'il ne faut pas croire que le FCC c'est le diable, etc., les gens peuvent se convertir. Non, c'est l'image, mais en fait, nous savons qu'ils ont laissé un passé chaotique pour la République. Il faut sortir de dire que le pays est pratiquement à genoux. Bien Ils entendu. sont à la base de cette anarchie. Voilà pourquoi les gens sont devenus un peu réticents, en fait. Oui, c'est pourquoi ça traîne. C'est pas des spéculations, c'est des choses qu'ils ont constatées. C'est pourquoi le gouvernement traîne. Parce qu'il faut choisir des hommes qui ont la présomption d'être plus responsables, plus honnêtes, plus engagés résolument vers le développement de notre pays. Et tout cela exige naturellement qu'on fasse un checking qui permette à l'entraîneur d'avoir une idée claire par rapport à sa boussole. Oui, parce que seul aura le devoir de redevabilité vis-à-vis de notre peuple. Il ne peut pas non plus accepter n'importe qui, encore que c'est une coalition, quoi. Il y a un seul entraîneur. Bon, le reste des résistances par-ci par-là, ben je vous dis que ce sont des douleurs d'enfantement, ça va se terminer, quoi. Je me rends compte qu'il y a vraiment ce souci de vouloir remettre de l'ordre, d'emmener le Congo de l'avant. Ben, je crois que vous avez suivi le message du responsable de l'Agence nationale de renseignement qui demande à ce qu'il y ait l'audit au niveau du gouvernement. Ça fait peur ou c'est une très bonne logique où nous devons continuer dans ce genre de pratiques que l'Agence nationale de renseignement puisse auditer les membres du gouvernement? Non. Ou on peut passer par d'autres méthodes. Non. Je m'excuse beaucoup. L'Agence nationale de renseignement, c'est une agence d'intelligence qui a aussi un rôle à jouer effectivement dans la disponibilisation de l'information pour éclairer le décideur à prendre des décisions stratégiques. C'est très important. Pour les cas d'espèce, il ne s'agit pas que l'agence aura la responsabilité d'auditer. L'agence a été en contact avec une institution spécialisée, notamment l'inspection générale des finances, pour auditer les différents ministres qui est en position de démissionnaire, mais qui, en réalité, on a observé des dépenses pas exorbitantes. Il faut donc... Comment vous avez trouvé leur bilan, en fait, pendant que nous sommes le ministre. C'est pas pour rien qu'on a demandé l'audit. Je peux pas tirer des conclusions non concluantes. Entendant l'audit, donc il y a beaucoup de spéculations, mais en fait les gens sont habitués. Ils croient qu'ils sont des poissons dans l'eau. La situation a changé. C'est vrai que l'ancien régime a eu son comportement, a eu son moule, et tout le monde croyait on peut faire n'importe quand, étant n'importe quand, n'importe quoi. Mais aujourd'hui les choses sont en train de changer, encore que on est en train de montrer un signal fort pour dire ce n'est pas seulement le président de la République qui va asseoir la bonne gouvernance dans notre pays. Il y a des institutions qui ont été chargées, chacun de jouer sa partition. Et le président de la République donne l'impulsion, donne les actifs pour que chaque institution prenne ses responsabilités. C'est le cas de la Cour des comptes. Et vous avez vu le Premier ministre, plusieurs fois aller dans ces institutions-là de dissuasion. On les appelle des structures de dissuasion. Tout simplement pour qu'elles puissent jouer véritablement leur rôle. Et le cours et tribunaux joueront également leur rôle. Mais croyez-moi, c'est le même personnel qui a été formé dans les conditions que nous connaissons, etc. Mais il ne faut pas demander que tout se fasse de manière mathématique. Il y aura toujours des petits problèmes, mais nous allons travailler dans le sens d'inoculer un esprit, de leur présenter la boussole, et chacun devra s'accommoder. Quand on parle de dépenses, l'État qui a actuellement plus de 19 voyages, beaucoup de dépenses et voyages, est-ce que c'est assez important de se déplacer régulièrement? Nous savons combien ça coûte. C'est aussi des dépenses en plus. Bien entendu, nous sommes dans un processus de planétarisation. Nous sommes dans un processus de mise en place, n'est-ce pas, de l'Union africaine, j'allais dire des États-Unis, de l'Afrique, etc. Je suis panafricaniste et je connais bien les choses, etc. Et donc le président de la République, quand il est invité, n'est-ce pas, dans la mise en place de la zone de libre-échange au Rwanda, en mars, il y va, vous dites non, il ne faut pas y aller, donc on va dire écoutez la politique des chaises vides. Quand il est appelé pour la question de dérèglement climatique au Kenya, vous dites non, il ne faut pas y aller. Quand il est appelé au Niger, à Niamey,
dans la question de la consolidation de la zone de libre-échange. Vous dites qu'il ne faut pas y aller? Il y a beaucoup d'invitations sur sa table. Bien entendu. Il faut séduire le monde. Il faut rassurer. Non, bien entendu, mais écoutez, arrêtez. Nous sommes dans une situation où nous avons connu les agressions des voisins. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. On a besoin d'être en contact avec les voisins pour leur dire, mais vous cherchez quoi? Nous sommes des pays africains, nous sommes dans un processus panafricaniste. Pourquoi tout le temps des guerres récurrentes? Pourquoi tout le temps des agressions? Et écoute, lorsque vous faites une analyse coût-bénéfice et risque des différents scénarios, vous allez comprendre que ça ne coûte rien que de voyager dans ces cadres-là et de diminuer les cas de récurrence de la violence. Donc, moi, je pense qu'on ne fait pas de voyage pour le faire. Le président Félix est parmi les présidents du Congo qui ont connu les ans avant d'être chef de l'État. Et donc, il a circulé à travers le monde. Bien entendu. Non, il faudrait pas. Bien entendu, il faudrait pas considérer que le président, il va simplement parce qu'il a besoin de voyager. Non, il était même fatigué à voyager en fait, mais c'est la profession qui lui demande de voyager. Surtout qu'à ce moment où il faut avoir une communication politique agressive, agissante, significative, pour dire qu'est-ce que représente aujourd'hui le Congo, quelles sont les contraintes, quelles sont les difficultés, à quoi véritablement avec les voisins ou d'autres pays africains on peut construire des synergies gagnantes. On en a besoin d'aller en direction de tous ces gens, surtout que lorsqu'on a invité, parce qu'on dira, combien de fois on a tendance à dire, mais là-bas on discute des questions de climat, mais écoute, le Congo n'est pas représenté. Aujourd'hui, à Brazzaville, toutes les institutions inhérentes à ces questions, n'est-ce pas, sont à Brazza, soit au Cameroun. Et nous avons 145 millions d'hectares de forêt. Brazzaville n'a que 20 millions, mais abrite des institutions thématiques. Donc, nous devons aujourd'hui nous mettre debout. Parce qu'en Afrique centrale, la seule locomotive que nous avons, c'est le Congo-Kinshasa. Mais aujourd'hui, qui est censé être à genoux et qui bloque le développement de l'Afrique. Il faut que le président de la République, qui vient d'arriver, et qui, sous base de sa légitimité tirée d'une alternance responsable, puisse amener le message du Congo, faire comprendre aux autres qu'on réussira ensemble si on s'éloigne des divergences qui portent sur des guerres, des mésententes ou des malentendus. Ça, c'est le message qu'il apporte. Et lorsque vous faites la comptabilité communautaire en termes de résultats, vous allez voir qu'on ne tire plus de dividendes que lorsqu'on est en situation de confrontation où on veut s'asseoir comme un roi dans son bureau sans être en contact avec les autres. Moi, je vais rester dans la dépense et puis la justice, la session extraordinaire, plus de 545 000. Il y a encore des surplus. Il y a eu des problèmes, vous avez subi. On se demande lors de la validation des mandats des députés, et on aura encore des problèmes. Il y a des sérieux problèmes au niveau de la justice congolaise. Bien entendu. Vous allez faire dans l'immédiat pour essayer de pallier à ce problème de justice. Le pays a fonctionné. Cohérence au niveau de la Cour constitutionnelle. Le pays a fonctionné dans une situation de non-État. Toutes les institutions ont été en situation de déliquescence. Les différents responsables sont des laissés pour compte. Jamais une nation peut s'élever s'il n'y a pas une bonne justice. Posez-moi la question. Nous devons avoir à chaque province des cours d'appel. Nous devons avoir des tribunaux de grande instance, des tribunaux de paix. Nous avons 145 territoires. Il y a combien de tribunaux de paix dans nos territoires? Ça pose problème. Nous avons combien? Est-ce que les cours d'appel sont représentés à différents niveaux? Ça pose encore problème. Et donc, on a besoin d'affecter, n'est-ce pas, de moyens conséquents pour que la justice reprenne, n'est-ce pas, son efficacité, son efficience chez nous. Et tout cela faisant commune va donner finalement la force à la justice d'agir en bonne et due forme. Et encore qu'on puisse changer la situation du magistrat. Parce que quand les magistrats sont mal traités... Quand vous dites changer, en fait, c'est ce que je voulais comprendre. Changer, dans quel sens changer? Non. Essayer de repréparer ou essayer de recadrer un peu, parce que ce sont les mêmes qui reviennent Bien entendu, mais il faut leur donner un bon salaire, il faut les équiper, il faut leur donner des moyens de mobilité pour qu'ils puissent se sentir ce qu'ils représentent en termes de la noblesse de sa fonction. Lorsqu'il est incapable de payer les tickets de retour à la maison, et quand on lui présente $1000, il ne va pas hésiter. À ce moment-là, il fait fi de sa dignité, de son honneur. Mais lorsque on essaie véritablement de prendre, n'est-ce pas, cette catégorie à la hauteur de ce qui représente nos ambitions pour la moralisation de la vie publique dans notre pays, Vous avez confiance en cette justice?
La justice est à déliquescence, mais il faut la restaurer, il faut la rétablir. Mais pour la rétablir, il faut des actions. C'est comme ça que je vous dis, la vie du magistrat, il faut équiper les cours et tribunaux. Il faut donc de moyens conséquents dans le budget. À un moment donné, je me rappelle, c'était 0,6%. Quand vous comparez, par exemple, l'exécutif viscéral, voilà. Non, bicéphale, le président de la République et le gouvernement, c'est combien d'argent par rapport aux cours et tribunaux qui constituent un conseil judiciaire? C'est gravissime. À la différence même, c'est pas du Parlement de la République. Donc, c'est le dindon de la face, la justice de la République. Vous ne pouvez pas vous entendre à des résultats lorsque la justice n'est pas considérée. Et d'ailleurs, la considération d'une institution est en fonction du montant ou du chiffre que l'on donne, c'est pas à son budget. Oh, le budget est maigrichon, ça ne représente rien. Vous ne pouvez pas vous entendre dans des résultats. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, il connaît les hommes, il connaît les problèmes et il connaît aussi les solutions. Il est en train de travailler de manière à pouvoir mobiliser des ressources pour qu'il y ait une répartition égale, parce qu'il n'est pas dans les alliés de complotation, n'est-ce pas, de magouille, etc. Mais celui qui sera attrapé pourrait être sanctionné. Vous le jugez trop vite, hein. On doit attendre. Mais pour le moment. Pour le moment. Ah, ça c'est bien. Pour le moment, et nous le disons comme ça parce que je sais que nous sommes bâtis pendant autant d'années et nous croyons que nous avons un devoir de redevabilité pour la mémoire véritablement du patriarche Etienne Tshisekedi et de tous ceux qui sont morts pour l'avenir de la République. Félix Ossif, c'est le fils de Tshisekedi, mais l'un des fils les plus dignes, qui s'est battu plus que les autres. Il est devenu président de la République après la mort de Tshisekedi. Il a la même vision que son père. Et donc, il a la même vision que son père. Il doit défendre son honneur. Etienne ne lui a pas laissé l'héritage d'être président de la République. Vous voyez, il s'est battu. Et il a parlé avec les Congolais. Et les Congolais l'ont compris. C'est vrai, l'ombrage de son père était toujours là. Ça, c'est évident. Mais il a aussi un devoir de redevabilité pour défendre son honneur en tant que personne. C'est très important. Et donc, il défend à la fois son pauvre père, le patriarche Etienne Tshisekedi. Il défend également la personne de Félix Tshisekedi. Ça, c'est important. Et les Congolais l'attendent, le regardent aussi. Ils attendent. Bien entendu, il y a encore que les Congolais s'y appliquent. Parce que quand vous entendez qu'il y a des résultats, vous ne payez pas les impôts, vous ne payez pas les taxes, et puis bon, vous volez partout où vous êtes, etc. Vous faites des ragots des bas étages, on amène dans des questions questionnantes, des débats, des quartiers, des débats de prospérité. Là aussi, vous avez aussi une responsabilité. Je crois que la responsabilité du président de la République, c'est pas une responsabilité magique. On ne peut pas faire tout à la fois. Le Congo a 2 345 000 km². Et donc, notre pays, au travers de notre constitution, donne 3 niveaux de gouvernance de la République. Le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Et si au niveau provincial, on a élu un mauvais gouverneur, écoutez, au niveau de la mairie, on a un mauvais maire. Et au niveau de on a un mauvais bourgmestre. Tout comme au niveau, on a un mauvais chef de secteur, chef de chefferie. Écoutez, vous n'aurez pas de résultats. Il aura donné l'impulsion. Mais qu'à ce niveau-là, il faut une prise de conscience dans les chefs de ceux qui arrivent au pouvoir pour dire que la responsabilité aujourd'hui, ce n'est pas de trouver un job, mais c'est de pouvoir travailler au service de tout un peuple. Et si cette vision-là peut être inoculée, encore qu'il faut qu'il y ait des structures de dissuasion, et nous croyons que les cours et tribunaux vont réguler la situation, la Cour de compte va réguler la situation, l'inspection générale des finances va réguler l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales. À chaque niveau d'atterrissage, je crois qu'on aura des résultats. Parce qu'au moins, nous sommes tous d'accord que notre pays est en situation difficile, et nous avons la responsabilité, chacun joue à sa partition, de le relever. Monsieur Norbert Yamama, je rappelle que vous êtes cadre au niveau de l'UDPS. Revenons un peu aux élections, faites allusion aux élections. Moi, je voudrais revenir sur les locales. Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas des locales. Nous avons vu tout ce qui se passe au niveau du gouvernorat. Il y a une liste qui sort où on permute les gouverneurs. On dit que c'est des fake news. Et quelques jours après, on revient pour réaffirmer que non, il y a des permutations. On se rend compte que la gestion des bourgmestres pose déjà problème. Est-ce que, avec ce système, ça ne va pas handicaper le bon fonctionnement de la République? Bon, la loi, elle est là. Il y a les lois et textes réglementaires, il y a la Constitution, etc. Mais bon, il y a des actes qui sont posés. Par moment, de manière assez lapidaire aussi. Il n'y aura pas des nations saines où il n'y a pas des erreurs. S'il y en a, là, on se console quand même. Non, on ne se console pas.
Mais j'ai dit qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Lorsqu'on fait des permutations, etc. Mais encore que le gouverneur puisse suivre la loi, puisse se conformer à la loi. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser, quoi. Bien sûr. Il n'y a pas de petites décisions et de grandes décisions. On a besoin que la loi soit respectée comme telle. La République, et lorsque il est en dehors, il est en dehors. Voyez. Donc, moi je vous dis que ce sont des douleurs d'enfantement. Il a compris qu'il n'est pas un poisson dans l'eau. Et quand il a pris cette décision, vous savez, il s'est rebuffé, et puis finalement, il revient en charge, etc. C'est vous dire en fait qu'il n'est pas seul, il n'est pas dans une plantation personnelle, et qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont un droit de regard. C'est ça le mécanisme de surveillance mutuelle. Le pays avance lorsqu'il y a une surveillance mutuelle, pour que quelqu'un ne puisse pas se sentir propriétaire. Parce que nous tous, nous sommes des copropriétaires de la République. Nous sommes des actionnaires de la République. Et quiconque qui reçoit une portion de responsabilité doit se conformer aux lois et textes réglementaires. S'il ne le fait pas, les autres vont le lui rappeler. Et je crois que c'est le cas. Quand vous regardez l'avenir du Congo, vous vous dites que, comme l'a dit Lumumba, qu'est-ce qu'on peut dire? Cet avenir, c'est bien. Non, les choses vont de l'avant. Où nous devons d'abord souffrir, travailler, et peut-être c'est une autre génération qui pourra peut-être en bénéficier. Et puis le Congo, c'est un problème d'homme ou c'est un problème de système? Vous êtes dans cette logique. Le changement, c'est une question de génération en génération. Peter Gilles disait que la crise est un amour du progrès. Il faut qu'il y ait la crise, encore qu'il faut faire véritablement un vrai diagnostic pour chercher des réponses correspondantes. Le Congo, aujourd'hui, vous voyez, les débats que nous organisons, au lieu de parler des individus, nous avons pris tout notre temps à réfléchir sur l'avenir du Congo. C'est que nous sommes en train véritablement d'évoluer de manière graduelle et progressive. Et donc, je crois à l'avenir de notre pays. Et je crois que ce qui est arrivé avec cette alternance, ce n'est pas quelque chose hasardeux. Il y a des énergies débordantes de notre environnement. J'allais dire, il y a l'intelligence universelle infinie. Tous nos esprits qui vivent dans le monde angélique et qui ont un impact direct avec le Congo, y ont travaillé pour que véritablement nous puissions vivre cette alternance et de manière à pouvoir poser des jalons pour que le lendemain ou demain soit véritablement au service de notre peuple. Moi, je suis très rassuré que lorsqu'on sait où on va, on saura quelle est la boussole à utiliser pour y arriver. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons un leader, encore qu'il faut être un leader transformationnel, et nous l'avons. Il est très motivateur, il est très stimulateur, il est catalyseur, il est très transformationnel, encore que la ceinture. On dit parce que généralement, il est très long aussi. Généralement, un chef que lorsqu'il a une bonne ceinture, parce que la ceinture permet de retenir le pantalon. Et s'il n'y a pas de ceinture, le pantalon tombe, le chef est nu. Et la ceinture pour un chef d'État, sont ses collaborateurs. Et je crois que ces collaborateurs doivent comprendre qu'ils sont en train de sous-tendre le pantalon du président au regard de la ceinture qu'ils tiennent. Parlons-en des collaborateurs. Bien entendu. J'ai vu la mouture, j'ai vu aussi il y a des alliés du CACH, au fait de l'UDPS aussi. Tout celui qui est collaborateur. On pourra voir les Diomi Nongala, les Franck Diongo dans ce gouvernement. Peu importe le nom de la personne, que ce soit du FCC, que ce soit des CACH, que ce soit de la Mouka, tous ceux qui vont faire partie du gouvernement sont des collaborateurs du président de la République. Et nous leur demandons d'être responsables et de comprendre la vision du président, pour que chacun puisse s'engager résolument vers cette vision-là. Parce que c'est lui, alors lui seul, qui aura un devoir de redevabilité. J'ai connu le départ du président Mobutu, qui a rendu des hommes riches dans ce pays. Mais quand il est parti, tout le monde disait que Mobutu, non, il ne comprenait rien, etc. Bientôt, Kabila est en train d'encadrer ces gens, et le moment viendra, on va lâcher prise. Et chacun dira non, si on n'a pas réussi, c'est parce que. Il y a eu un mauvais coaching. Et le président Tshisekedi a tiré toutes les leçons par rapport à ça, parce qu'on a connu, même si l'IDPS n'a pas gagné les élections présidentielles depuis tout ce temps, mais il y a eu des cadres de l'IDPS qui sont partis de l'IDPS et qui ont assumé des responsabilités et qui ont vilipendé, n'est-ce pas, le parti.
mais qui n'ont rien démontré de quoi ils sont capables, là où ils sont partis, etc. Et donc, nous avons intérêt... Quelques-uns qui sont encore revenus, c'est des partenaires, en fait. Bien entendu, mais écoute... Ça froisse un peu la base quand non, mais arrêtez, la base, c'est soit des Congolais. Ces gens-là sont des Congolais. Nous avons tous droit à la gestion de la cité. C'est très important. Les plus grands problèmes, c'est le chef... Même ceux qui ont trahi, qui sont revenus. Mais écoutez, trahir, mais à ce moment précis, on a besoin de sélectionner, on a besoin de checker qui a trahi, quoi, et à quoi il peut nous être utile. Chacun devra trouver son compte. J'aimerais pas que on puisse alimenter la haine et l'animosité. Dans une société, c'est important. Dans une société où il n'y a pas de pardon, cette société n'avance pas. De l'ordre aussi. Bien entendu, il faut de l'ordre. Le pardon ne peut se réaliser que lorsqu'on a mis de l'ordre. Et de l'ordre suppose qu'il y a un critérium. Et ce critérium est là. Et donc, moi je pense qu'il ne faut véritablement pas juger l'action du président, n'est-ce pas, avec les 5 ou 6 mois où nous sommes là. Entendez que les effets pourront venir dans 5 ans. J'ai vu le camarade François Hollande qui a promis de réduire le chômage en France. Mais il a dit que cela sera la 5e année. Effectivement, on a vu qu'il a augmenté le produit intérieur brut. Là-bas, ils sont préparés. Là-bas, ils sont préparés. Est-ce que ici, les gens sont préparés? Voilà. Quand on sait que le taux de chômage frôle dans les 80-90%, donc on vous attend dès la première année, il n'y a même pas d'excuses. Attention, mais c'est comme ça que nous organisons les émissions pour accroître la capacité de lucidité de notre peuple. Vous dites, on va résorber le chômage. Aujourd'hui, nous sommes à 96%. Écoutez, vous allez résorber comment? Mais il faut mettre des mécanismes qui permettent la production des richesses. Et c'est comme ça que vous avez vu le président de la République. Hier, il était en train véritablement de piloter le forum sur l'énergie électrique parce que c'est la base basique. Quand il y a l'électricité, il y a le développement, ça draine les investisseurs, il y a création des machines, des usines, etc. Ces usines vont permettre la transformation de nos matières premières et nous allons mettre en place ce que nous appelons des chaînes de valeur ajoutée. Et ces chaînes de valeur ajoutée vont produire des richesses et ces richesses vont être réparties à nos concitoyens. Et alors, parce que nous aurons, n'est-ce pas, des chaînes de valeur ajoutée, la production, la commercialisation, etc. Et là, on va véritablement résorber le chômage. Alors maintenant, ça ne peut pas venir dans une année. Il faut donc autant de mécanismes, etc. Et c'est là justement que les journalistes doivent travailler en ayant une intelligence politique. Ne soyons pas des journalistes de reportage, soyons des journalistes qui ont une capacité de scanner la société et qui savent de dire des choses par rapport à l'analyse faite en amont. Si un journaliste, je l'écoute, il dit, mais écoute, ça fait 6 mois, la pauvreté ne se termine pas. Arrêtez des conneries. Ça sont des ragots des bas étages. Vous allez terminer une pauvreté de 92 millions d'habitants pour avoir vécu la colonisation des 80 ans, 32 ans d'une dictature perfectionnée, 22 ans d'une situation qui ne s'éloigne pas de la situation antérieure. Mais ce pessimisme de la part de la population, c'est à cause aussi des tergiversations des politiques. Mais nous sommes là pour leur faire comprendre. Et je vous ai dit, ça crée beaucoup de découragement. Voilà pourquoi les gens ne croient plus en l'homme politique congolais. Non, mais il faut sortir des pensées négatives. Spécialistes en développement personnel. Ce sont ces politiques qui ont créé au fait ce climat. Bien entendu, mais nous vous disons que nous sommes restés pendant 37 ans, nous n'avons pas eu accès à gérer la République. Nous nous disons, nous nous offrons un sacrifice. Nous voulons faire des choses qui permettent à notre peuple, ne serait-ce que de poser le premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Nous avons cette responsabilité de nous sacrifier. Parce que quand j'écoute les uns des autres dire, écoutez, il n'a rien fait, c'est autant de moi. Je comprends le niveau et l'âge culturel de notre peuple. Mais j'ai dit, mais écoute, nous n'allons pas nous dérober de cette responsabilité. Parce que nous avons photographié cela et nous entendons mettre en place des stratégies innovantes de communication politique qui permettent véritablement d'accroître la lucidité de notre peuple. Petit à petit, il va sortir de la résignation, il va sortir de la naïveté pour construire une masse critique. Et ça, nous entendons nous battre dans les 5 ans pour que notre peuple, même pour l'année le mandat prochain, soit en mesure de voter des hommes en fonction de leurs projets, en fonction de leur offre politique. Un mois après l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu des projets, des propositions, il a lancé les 100 jours. Personnellement, vous êtes satisfait de ces 100 jours? Comment vous avez jugé ces 100 jours? Il n'y a jamais eu dans ce pays. Il n'y a jamais eu, quoi. Une logique très professionnelle, mais très technique. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de politique, on a moins de technique. Et le président a été technique. Vous savez qu'il y a même une matrice où l'on détermine les prévisions
l'on détermine les résultats attendus, on détermine le budget et on détermine l'échéance. Et aujourd'hui, c'est très clair, dans les 100 jours, il faut décrisper la situation politique. Et vous savez, tous ces politiques sont déjà libérés. Ceux qui étaient à l'extérieur en exil sont déjà revenus. Et il faut libérer certains biens, n'est-ce pas, des opposants qui étaient fermés, etc., de manière irresponsable, etc. Et bien bon, il faut des infrastructures. Un peu presque partout, aller à Lemba, je vis dans les prévisions, parce qu'en réalité, en réalité, lorsqu'on veut critiquer l'action d'un gouvernement, on tient compte de ses prévisions. Et il a donné 100 jours pour arriver à réaliser un certain nombre de choses. On ne peut pas réaliser des choses dans les 100 jours pour un mandat de 5 ans. Ah, mais non. Mais alors, lorsque vous voulez apprécier en fonction de ce qui a été prévu. Il me semble qu'aujourd'hui, c'était juste l'échantillon. Aujourd'hui, c'est l'échantillon. C'est montrer la volonté volontariste que nous voulons véritablement changer les choses. Ah, la volonté volontariste. Bien entendu. Discours politicien. Non, c'est pas un discours politicien. C'est un discours technique et politique. C'est pas politicien. Il y a une nuance au niveau de l'approche. Et donc, nous avons prévu des choses, nous sommes en train de les réaliser. Nous avons dit que nous devons arranger les Kanchachi. Il faut des écoles. De l'eau. De l'eau. Il y en a aujourd'hui. Et nous devons arranger l'école Kengeli. Il y en a aujourd'hui. L'avenue Kulumba. Aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui. L'avenue Bokassa. Luambo Matia. Il y en a aujourd'hui. Mais écoute, arrêtez. L'avenue de l'université. Avec d'autres méthodes. À la différence des anciennes méthodes. Mais que voulez-vous? En peu de temps. Aujourd'hui, il y a des sautes-moutons, qui est une nouvelle technologie qui peut nous permettre de pouvoir décongestionner, n'est-ce pas, les embouteillages. Petit à petit, il faut savoir apprécier les avancées. Vous savez, au nom de la loi d'attraction, quelqu'un qui cherche toujours le malheur aux gens, le malheur va le poursuivre. C'est un principe divin. Vous voyez, donc quand quelqu'un est en train de faire des choses, il faut savoir saluer ça. C'est très important. Oh non, mais écoute, on est en train de bouffer l'argent, etc., de contrats gré à gré. Quand j'analyse, je dis, mais tiens, mais aucun contrat n'a été fait en dehors de l'office de route et de la voirie. Ah, donc c'est qu'il y a eu des gré à gré. Bien, non, attention. Voirie, c'est notre service qui s'occupe des infrastructures urbaines, etc. Moutatis pour l'office de route, pour des infrastructures à caractère national, etc. Voilà. Et donc, lorsque on veut recruter un privé, il faut lancer un appel d'offres. Et il y a des soumissionnaires sur base de technicité, ce qu'on appelle les spécificités techniques. Et vous savez, moi je travaille au sein des institutions internationales pendant plusieurs années. Je connais ça peut prendre combien de temps en termes de soumissionnaires. 3 mois. Et le temps de recruter l'institution qui a la présomption de mieux faire. Et le temps que cette institution, cette entreprise réunisse le matériel, commande le matériel. Si les matériels sont commandés à Chine, il faut attendre 2 mois ici. Et le temps de déployer ce matériel, recruter le personnel, réactualiser les on a attendu que ce matériel arrive pour lancer le go des travaux. On lance le go, on attend les matériels. Non. On inverse les choses. Vous êtes donc nous sommes dans une approche systémique. Au lieu de croiser les bras, il faut commencer quelque part. Parce qu'on aurait déjà fait un bon bondissement. Quand le matériel arrive, on aura fait d'autres activités. Regardez, la clôture, c'est une activité qui a un budget. Eh bien, quand on critique, quand on termine la clôture, mais il faut faire des trous. Là où on va mettre des moellons, etc. C'est une activité. Alors vous en entendez le matériel de la Chine pour faire cela. Il faut déjà commencer à faire quelque chose. Et tant que le journaliste de notre pays, tant que l'homme politique de notre pays n'aura pas relevé le débat de prospérité pour rester dans le débat des quartiers, écoutez, on n'avancera pas. Il faut qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez critiquer une action, vous dites non, le président a bouffé l'argent qu'il a remis pour le logement. Ou le président a gagner des commissions pour les logements des gens. Non, mais arrêtez. J'ai suivi le directeur du cabinet du président à Bukavu parce qu'il y avait 3 sites, Kinshasa, Mbuji-Mayi et Bukavu. Mais on a recruté la société et la société a préfinancé. Et on a vu le matériel venir et être, n'est-ce pas, déposé pour application. Alors maintenant, l'argent n'était même pas sorti d'un iota du trésor public. Je voudrais également vous dire, mon frère, parce que j'attends beaucoup de compatriotes lancer des boulets rouges, je suis le président. Trop de voyages. Il a fini le budget, etc. Arrêtez. Il faut différencier le budget de fonctionnement
et le budget d'investissement. On me dit, non, mais nous sommes au-delà d'1,5 milliard. Mais oui, on peut faire des prévisions pour une année, mais si on a l'efficience, ceux qui connaissent la planification vous diront, il y a l'efficacité et l'efficience. En ayant 6 mois, on réalise ce qu'on pouvait réaliser dans 6 mois. Dans 12 mois, on a le même résultat. C'est qu'on réalise ces ouvrages, le même montant. On peut attendre jusqu'à la fin de l'année, mais on aura dépensé le même montant. Alors maintenant, il ne faut pas se donner le luxe de lancer des boulets rouges comme ça, qui frisent une certaine légèreté, la diffamation qui ne dit pas ce nom. Donc, on rassure la population qu'il n'y aura pas des éléphants blancs. Non, il n'y a pas d'éléphant blanc. Il n'y a pas d'éléphant blanc. Cette politique qui a beaucoup bousillé notre pays. Regardez l'hôtel de Congo Fleuve. En fait, c'était le centre international, etc., du commerce extérieur. Ça, on a construit ça. Mais c'est un éléphant blanc. Et qui a consommé beaucoup d'argent. Vous voyez la RTNC? Il faut aller à la RTNC. Ce bâtiment-là qui a été construit par les Français. Vous savez combien de millions à l'époque? Aujourd'hui, il n'y a même pas d'ascenseur. Tous les bâtiments, il n'y a même pas une couche de peinture. Et le ministre lui-même a fouillé la RTNC pour aller à la RTNCD. Ah ben voilà, donc c'est comme ça. Voilà le type d'élite que nous avons. Et c'est là justement la responsabilité du président de la République de dire, ce n'est pas en parlant français, mais c'est en ayant la capacité de poser des actions. Voilà. Monsieur Norbert Yamama, je rappelle que bientôt c'est la rentrée scolaire. Il y a eu un discours sur la gratuité de l'enseignement ici, surtout pour l'école primaire. C'est dans la Constitution. Je ne vous apprends rien du tout. La logique est, est-ce que nous avons les moyens de prendre en charge ces braves messieurs, ces messieurs de l'école primaire, de les supporter? Est-ce que c'est pas de la démagogie, une façon un peu de flatter les parents? Les parents attendent, c'est dans quelques jours la rentrée. Est-ce que ce gouvernement a voilà, sortons des ragots de bas étage. À Addis Abeba 61, il a été prévu la gratuité de l'école maternelle. La constitution de notre pays vient de consacrer ça, la gratuité à l'enseignement primaire. Mais écoutez, si le chef qui a un devoir de redevabilité ne sait pas brandir la constitution. Il faut rappeler qu'il y a même un forum. Bien entendu. Et le faire, c'est un crime de lèse-majesté. Les fers, ça empêche les gens de dormir. Nous avons les moyens. Vous qui étiez déjà anesthésiés. Les fers, c'est pas un problème. Nous avons les moyens maintenant. Là. Mais attention, mais c'est comme ça qu'il faut mobiliser les moyens de sa vision, de ses ambitions. Je vous ai dit que, non, peut-être que je n'ai pas encore dit, le professeur Louzo Lobambi, qui était conseiller spécial du président, ministre de la Justice. Oui, bien entendu, il était même conseiller spécial chargé de la lutte contre la corruption. Nous a fait des révélations. 15 milliards de dollars sont volatilisés. Moi-même, j'ai participé à un colloque à Accra. Il était démontré par un panel de chercheurs qui disaient que lorsqu'on arrête la corruption en proportion de 30%, et puis ben voilà, on peut l'année suivante avoir 55 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons la moyenne de 4 milliards, 5 milliards. Si on ne se fixe pas un objectif, on ne va pas mobiliser véritablement les ressources. Et c'est en rétablissant naturellement ces dispositions constitutionnelles que le président se battra pour être rigoriste devant véritablement tous ces vautours qui tournent autour de la prédation pour que véritablement les moyens soient drainés dans la perspective de pouvoir répondre à cette préoccupation. Mais notre peuple comprendra que nous avons la volonté volontariste. Mais quand il faut y aller, cette fois-ci, nous tenons. Mais s'il advenait que les moyens ne sont pas disponibles, parce que nous sommes en train d'évaluer les moyens de mobilisation depuis 2019, en janvier, on verra si... Parce qu'en réalité, pour terminer, c'est 28 millions par mois. Okay. Et quand on fait le calcul, pendant 12 mois, c'est 330 millions de dollars. C'est pas peu, hein, lorsque vous avez un budget de 4 milliards de dollars. Il ne fallait pas l'annoncer aussi maintenant? Non, il faut l'annoncer pour que ça devienne un défi. C'est très important, mon cher ami. Je vous le dis pas en tant que manager formé. Il faut le dire, hein, parce que quand on ne le dit pas, on n'aura pas ça sur son viseur. Et il faut avoir à l'esprit que nous avons la responsabilité de pouvoir construire la gratuité de l'enseignement. À ce moment-là, est-ce que j'ai les moyens? Vous là, la DGDA, vous là, la DGI, c'est combien vous avez fixé? Parce que là, on fait toujours la sous-estimation. Okay. Et puis bon, on va les contrôler. Et c'est comme ça que vous avez vu à un moment donné le président mettre en place ce qu'on appelait la cellule de changement de mentalité, qui est une coordination qui devra suivre aussi, outre la sensibilisation, mais les faits de corruption. C'est très important. Et aujourd'hui, vous avez vu l'intérêt que le Premier ministre est en train d'accorder à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances et à l'Agence nationale des renseignements. Et le Parlement doit jouer sa partition.
Si le Parlement va faire comme par le passé, il y a un ministre qui détourne, il y a un PDG qui détourne, et parce qu'il est de telle obédience, etc. Eh bien alors, on va continuer comme ça la situation. Et ce n'est pas le seul président qui a la responsabilité de changer le Congo. Nous sommes tous des Congolais, nous devons avoir pitié de notre pays, parce que l'image du pays terni nous affecte tous. Personne ne va nous respecter. Et donc, on verra même le chef de chefferie, qui est à 2000 km à Ngouché, je ne sais pas, au site qui va à Lungu, etc., pourra changer sa manière de faire les choses, notamment sur Kasumbalesa, Tchela, Bafasene, etc. Donc, nous avons la responsabilité aujourd'hui de payer notre droit à la contestation pour dire plus jamais ça. Alors maintenant, si nous payons tous notre droit à la contestation, nous avons un bon entraîneur, un bon meneur, et qui va véritablement galvaniser toutes les énergies, et cela va nous donner véritablement des résultats. Vous semblez jeter beaucoup de fleurs pour le président de la République. J'espère que pendant 1 année, 2 ans, les choses vont aller dans le bon sens. Il faut l'encourager, pas de fleurs, il faut l'encourager. C'est un président que je connais un peu. Je suis au moins conscient de sa sincérité. Je suis au moins conscient de sa capacité d'écoute. Je suis au moins conscient de ses efforts d'apprentissage. Vous savez qu'on peut critiquer tout Mobutu, mais Mobutu était un homme géant, un bon étudiant. Il savait écouter les gens, digérer et renvoyer. Et personne ne critique qu'il était incompétent. Donc, c'est dans la catégorie du président Félix Tshisekedi. Il s'est écouté et il s'est digéré et faire des projections. On me fait déjà signe que nous tournons pratiquement vers la fin, rapidement avant de terminer. Je voulais un peu revenir sur le monde de développement. Nous avons ici les minéraux, tout ce que nous avons. Il y a même du cobalt de l'autre côté dans le Katanga. Mais je voulais savoir quel est le modèle de développement, s'il faut donner un conseil au président de la République. Non. Nous allons miser sur quoi? Sur l'agriculture? Nous allons nous rabattre sur les minerais? Non, nous sommes... il n'y a pas une société essentiellement où on ne vit que de l'agriculture. C'est vrai que toutes les voies, il n'y a pas une voie unique de développement. Chaque pays se construit sa voie. Mais il y a un passage obligé, l'agriculture. Parce que c'est au niveau de l'agriculture qu'on peut financer les secteurs secondaires qui portent sur l'industrialisation. Et nous avons intérêt. Et on l'a vu, n'est-ce pas, pendant la colonisation, même à la gestion de notre pays en indépendance. Nous avions 44% des recettes en devises venaient de l'agriculture. Nous avons plus de 169 sociétés agricoles. Un peu presque partout à travers le pays, il y avait des centres de recherche où on produisait des semences améliorées. Il y avait même un crédit au colonat. Une banque agricole, en fait, Mobutu l'a fait avec le comité central en 1981. Malheureusement, dans l'application, on a donné simplement 1% aux paysans et les membres du comité central, les compagnies, les politiques qui se sont apparés de 99%. Et donc, depuis, ne serait-ce que ces signes-là de Mobutu, plus rien n'est encore revenu. Et le bâtiment de la Banque de Crédit Agricole, on l'a confié bien entendu au service des cadastres. Vous voyez, aujourd'hui, tous les centres de recherche sont inopérationnels. Les services de vulgarisation agricole est pratiquement inopérationnel. Les services de routes de dessert agricole, 80 000 km de routes de dessert, inopérationnel. On n'est pas allé pendant 20 ans à plus de 2000 km. Vous voyez, nous avons pratiquement 152 000 km de routes. Et nous avons 3500 ponts. Nous avons 1500 bacs. Nous avons 14 000 de voies fluviales. Il n'y a même pas le balisage. Il n'y a même pas le balisage. Nous avons 7 000 kilomètres de voies ferrées. Et donc, on a intérêt aujourd'hui, et c'est comme ça le président de la République est en train de travailler pour ouvrir, désenclaver. Le taux d'échange entre nos provinces, c'est de 1,3%. C'est pas normal. Et donc, il faut beaucoup travailler, il faut ouvrir les bretelles, il faut ouvrir les routes, il faut ouvrir le pont. C'est pas normal. Moi, je vais jusqu'au niveau du village. Je regarde. Vous pouvez faire 50, 60 km, vous ne trouvez même pas une chikwanga. En résumé, le mal est profond, en fait. Et bien voilà, le mal est profond, il faut une volonté très volontariste. Il faut avoir un leader transformationnel, mais qui est à l'écoute, qui sait organiser ses collaborateurs pour booster véritablement la situation. Encore que les journalistes fassent le monitoring de l'action publique et qu'ils soient honnêtes, pas des journalistes d'obédience, mais des journalistes qui proposent des alternatives dans la perspective de changer et de corriger les politiques gouvernementales. En tout cas, les journalistes seront là peut-être pour aider la République à aller dans l'avant, dans le sens positif, mais que les politiques aussi, comme on l'a dit, arrêtent de tergiverser. C'est un peu ça aussi. C'est pourquoi le discours est en train de changer. Aussi honnête. Et vous aussi, arrêtez de faire tout le monde des politologues, des constitutionnalistes. Ces débats-là, c'est un ragot, ce sont des pseudo-politiques. Non, j'allais dire des pseudo-chercheurs politisés. Il faut arrêter ça. Ce sont des abrutis fondationnels. Nous voulons un débat de prospérité. Projet contre projet. Proposition contre proposition.
Offre politique contre offre politique. Ces débats-là, ils ne sont pas préparés. Et ils viennent, ils pérorent à longueur de journée pour se visualiser dans la perspective de pouvoir critiquer même celui qui est en train de poser des actes, des vrais jalons qui poussent la République aujourd'hui de retrouver son blason. Merci, M. Norbert Yamba. Je rappelle que vous êtes cadre au niveau de l'UDPS, consultant en développement et puis panafricanisme, même si nous n'avons pas parlé un tout petit peu de l'Afrique, mais je crois que dans notre prochain numéro, nous allons revenir, parler un peu des relations de la République démocratique du Congo avec les voisins, de la vision. Je crois que le temps... Et le président de la République est le premier panafricaniste du Congo. Nous allons revenir, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'être venu. Merci. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h sur les antennes de Kanaki Télévision. Nous avons parlé du développement, de la rentrée, de la session extraordinaire, de la rentrée scolaire et aussi des problèmes de gestion au niveau des ministères. Merci d'être venu dans ce numéro, dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons le temps de vous revoir bientôt. Tout à fait, oui, tout à fait. Allez, merci à toi, Kouparbola, Mike Kamwaka, sans oublier Takidi, que j'appelle couramment l'Invincible. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Allez, bye bye.